Bonjour, professeur Carilla. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. Vous êtes addictologue et aujourd'hui, on va évidemment parler d'addiction avec vous, mais pas de n'importe quelle addiction. On va s'intéresser à la consommation, parfois pas tout à fait maîtrisée, que l'on peut avoir de nos écrans. Alors on sait que 8 Français sur 10 se connectent chaque jour aux réseaux sociaux ou aux messageries instantanées, le plus souvent évidemment via leur téléphone portable. Mais alors à quel moment passe-t-on d'un utilisateur lambda à un usager problématique aux écrans ? En fait, il y a différentes étapes. On est tous hyper connectés de base, puisqu'on a tous un smartphone, les enfants ont des smartphones, les ados ont des smartphones, et on peut avoir d'autres outils comme les tablettes et les ordinateurs, et on va se connecter. Mais on est hyper connecté parce qu'on vit dans une société où on est hyper connecté. L'élément principal où il y a une bascule, c'est quand on va avoir une hyperconnexion qui va être pathologique, c'est-à-dire qui va être source de problèmes. Source de problèmes, ça veut dire quoi ? On va se coucher plus tard, on va être moins performant au travail ou à l'école, on va avoir des soucis d'échange avec des personnes. Là, on est dans l'hyperconnexion un peu problématique. Et on peut basculer plus loin encore dans quelque chose qu'on appelle l'addiction, où là, on va souffrir et on va utiliser nos écrans pour ne plus souffrir, mais malheureusement, c'est une spirale infernale. D'après une toute récente étude menée par ProBTP en partenariat avec le Centre de recherche de l'Institut Raphaël, plus d'un adulte de moins de 40 ans sur 2 estime passer trop de temps sur les réseaux. C'est exactement ce que vous décriviez là. C'est près de 1 adulte sur 3 pour les 39-59 ans. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet de ces chiffres ? Il y a deux choses. Il ne faut pas banaliser cette consommation, il ne faut pas diaboliser cette consommation, et c'est vrai qu'on consomme trop. On consomme trop et ça déborde en fait sur tous les aspects de notre vie sociale. Et pour certains qui ne contrôlent pas, c'est là où il faut s'inquiéter. Alors, quelle différence entre l'hyperconnexion, l'usage excessif, la dépendance, l'addiction ? J'ai du mal à faire le tri. L'hyperconnexion, c'est on se connecte le matin, on se connecte l'après-midi, on se connecte le soir, on envoie des messages, etc. Ça, c'est l'hyperconnexion, Okay. C'est un peu tout le monde. Il y en a qui vont sur TikTok, il y en a qui vont sur d'autres réseaux sociaux, etc. L'usage excessif, c'est comme son nom l'indique, c'est l'excès. On peut prendre l'exemple de vous allez à une soirée et vous buvez un peu plus d'alcool que les autres. Vous êtes en excès d'alcool. Et bien là, c'est vous allez consommer en excès ce que génèrent vos écrans. Vous allez consommer, je sais pas, beaucoup de réseaux sociaux, vous allez consommer beaucoup de jeux vidéo, de jeux d'argent, de sexualité, etc., etc. Et la dépendance ou l'addiction, c'est pareil. Moi, j'utilise un moyen mnémotechnique qui est 5 fois la lettre C pendant plus de 12 mois. Donc, le premier C, c'est un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher d'eux. Le deuxième C, c'est un craving, c'est un mot anglais pour dire l'envie irrésistible d'y aller. Le troisième C, c'est un usage chronique, on y va tout le temps, on y va tout le temps. Le quatrième C, qui pourrait être le premier, c'est je perds contrôle. Je n'arrive pas à contrôler ma consommation. J'arrive plus à poser mon téléphone, par exemple. Moi, je ne contrôle pas. C'est-à-dire, je reçois une notif. Il faut que je la lise tout de suite. Je la lis tout de suite. Il faut que je réponde tout de suite. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Ça me prend beaucoup de temps. Je vais sur le réseau social. Il y a des reels. Je regarde tous les reels en pagaille. Je scrolle. Je ne contrôle plus. Et le dernier, ça a des conséquences sur ma vie sociale, avec ma famille, mes enfants, mes parents, etc., avec mes collègues. Ça a des conséquences sur mon physique et ça a des conséquences sur mon psychique. D'accord, donc ça, c'est les 5 C. Laurent Carilla, est-ce que nous sommes égaux devant l'addiction ou est-ce qu'il y a des facteurs prédisposants ? Personne n'est égal devant l'addiction. Heureusement, d'ailleurs. Personne n'est égal. Et sinon, tout le monde serait dans une situation pathologique. Donc, il y a des facteurs qui prédisposent tout à fait. Le facteur central, c'est notre développement personnel. Et dans le développement personnel, j'entends notre puberté, comment elle se passe, notre enfance, notre adolescence, notre maturité cérébrale, notre maturation cérébrale, nos interactions avec l'autre. Ça, c'est le centre. Et ça va interagir avec d'autres facteurs. Ça va interagir avec, par exemple, notre cerveau. Vous savez que notre cerveau mature au bout de l'âge de 20-25 ans. Rien n'est totalement formé. Donc, il y a une architecture comme ça qui se forme au fur et à mesure du temps, avec des périodes critiques. La première période critique, c'est dans le ventre de sa mère et à la naissance. Et la deuxième période critique, c'est l'adolescence. Donc là, il y a vraiment des choses qui se fixent dans le cerveau. Et si vous apportez des substrats addictogènes, par exemple une super consommation aux réseaux sociaux, ça a un peu martelé cette architecture. Donc il y a développement personnel, notre cerveau, il y a l'environnement qui joue un rôle majeur, et l'environnement, c'est un facteur majeur dans l'addiction. L'environnement, c'est nos interactions avec les copains, les parents, l'école, l'autorisation des parents à utiliser des choses, etc. Ça, c'est l'environnement. Ça interagit aussi avec la génétique, mais ça n'explique pas tout. On sait que dans des familles où il y a des problèmes d'addiction, peu importe l'addiction, il y a des risques de développer une addiction. Et ça, c'est peu importe l'addiction. Peu importe l'addiction. Une l'addiction addiction à l'alcool, au tabac ou aux écrans. Il y a des marqueurs génétiques, mais on ne peut pas dire « j'ai ce gène-là de l'addiction », ça n'existe pas. D'accord. Mais c'est des facteurs favorisants, vous voyez. Donc il y a notre développement personnel, notre cerveau, notre environnement
Et il va avoir aussi des échanges au niveau de notre tempérament, de notre psychologie. Par exemple, si on est chercheur fort de sensations, on adore les sensations fortes, on va être plus prédisposé à aller vers des comportements, vous voyez, à risque, et donc à consommer. Ou si on évite fortement le danger. Si on évite fortement le danger, on va être moins dans l'addiction. Vous voyez, il y a ces éléments-là. Si on est déprimé, ben ça peut favoriser. Si on est anxieux, ça peut favoriser. Donc si je résume, il y a 5 grands facteurs. Le facteur central, c'est nous, comment on se développe. Le deuxième facteur, c'est la génétique. Le troisième facteur, c'est notre développement cérébral. Le quatrième facteur, c'est l'environnement. Et le dernier facteur, c'est notre psychologie personnelle. Et si tout ça est déséquilibré, on devient addict. Et je crois que vous avez déjà parlé d'addiction positive. Ça existe, les addictions positives? C'est quoi? C'est le sport, par exemple? C'est une addiction positive? Le sport peut devenir une addiction, mais on appelle ça l'addiction à l'exercice physique, avec ou sans bigorexie. Bigorexie, c'est l'inverse de l'anorexie, c'est on va faire du sport pour sculpter son corps et on n'est jamais content. Ok. Vous voyez, on n'est jamais satisfait. Ouais, l'addiction positive, c'est un concept que j'ai développé. Moi, c'est quoi l'addiction positive? C'est on emprunte à certains symptômes de l'addiction, mais l'addiction, c'est une maladie, c'est négatif, on souffre. Dans l'addiction positive, on souffre pas. Moi, par exemple, je suis addict à la musique, à un style musical, au heavy metal, au métal. Et donc, j'ai emprunté comme ça des symptômes qui sont pas des vrais symptômes. Finalement, le moyen technique, c'est PPRE, c'est plaisir, c'est passion, récompense, émotion positive. Donc, on emprunte, et on retrouve ça dans les addictions. Et ça se dérègle dans les addictions, mais dans l'addiction positive, ça se dérègle pas. Laurent Carilla, quels sont les risques pour un accro ou un usager problématique aux écrans? Et est-ce que cet accro-là peut être exposé à long terme aux mêmes complications qu'un addict à l'alcool, au tabac ou aux substances illicites? Alors, les risques pour l'accro aux écrans, l'usager problématique aux écrans, ou même l'addict aux écrans quand on est dans une phase sévère du trouble, il y a des risques physiques. Les premiers risques physiques, c'est quoi? Par exemple, on a montré qu'il peut avoir des troubles, des atteintes musculo-squelettiques des pouces, à force de faire des messages. Des textos, ouais, des messages. Vrai, ça existe, ça a été décrit. On peut avoir mal à la tête, on peut avoir, en fonction de la position, vous voyez, quand on est avec un écran, avec le smartphone, des douleurs au cervical, des douleurs au poignet, des douleurs au coude, et qui peuvent se chroniser. Donc déjà, il y a des problèmes physiques qui peuvent apparaître. Il peut en avoir, quand on répète, ça existe. Après, il y a quelque chose avec les écrans, on n'en parle pas assez, c'est tout ce qui est ophtalmo. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de déficience numérique. C'est quoi? C'est on est scotché à son écran, et en fait, on va avoir une fatigue visuelle à force d'accommoder, à force de faire des efforts avec sa musculature oculaire. Et il y a autre chose, il y a aussi une épidémie de myopie comportementale à partir de 12 ans. C'est une espèce d'explosion là, et ça a été majoré pendant le Covid. C'est des enfants qui deviennent myopes. Ils deviennent myopes à force de rester fixés sur l'écran. Et il y a un autre point important, c'est cette lumière de ces diodes des écrans, ça altère, on en avait déjà parlé, mais ça altère le sommeil. Le sommeil, je me souviens, vous étiez venu nous en parler ici. Ça altère le sommeil. Ça, c'est la partie, on va dire, physique des choses. Il y a une partie psychologique. Alors, les écrans, ça rend pas autiste, ça rend pas schizophrène, parce qu'on entend plein de délires, ça rend pas bipolaire. Avec les écrans, on peut être un peu plus déprimé, un peu plus anxieux, et il y a ces troubles du sommeil qui sont présents, et on peut avoir des petits troubles de concentration et d'attention qui peuvent être majorés par les écrans. D'accord. Donc vous avez quand même rassuré, ça ne rend pas bipolaire. Ça ne rend pas autiste surtout, parce qu'on entend, oui, vos enfants, si vous leur donnez l'écran à très jeunes, ils vont devenir des autistes digitaux, ça n'existe pas. Très bien, c'est noté. Si on veut aider un proche, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce proche a un usage problématique? Oui. On peut lui conseiller d'essayer de réguler son temps de consommation. Arrêter totalement de consommer un écran, ça n'existe pas en 2023, en 2024 ou même après. Ça n'existe pas. Donc l'idée, c'est comment il va pouvoir réguler tout en se faisant plaisir. Peut-être se mettre une limite de temps sur son téléphone, par exemple? La notion de temps, c'est pas la variable la plus importante. Ce qui est la variable la plus importante, c'est comment je me sens avant que je me connecte, pendant ma connexion et après ma connexion. C'est ça les variables importantes. C'est pourquoi tu vas aller te connecter, qu'est-ce que tu vas faire, ça va te faire plaisir, fais-le. Le fais pas trop longtemps, mais il n'y a pas que cette notion de temps. Et puis, ne sois pas trop triste ou super excité ou que ça t'empêche de dormir après. Ça, c'est plutôt cette idée de régulation psychologique qu'il faut avoir. Et ça, c'est par rapport à nous et par rapport aussi à notre entourage. C'est aussi une façon pour nous de savoir si on est accro. Parce que, par exemple, si notre outil de travail, c'est principalement notre téléphone, se poser la question de ce que ça nous fait de nous connecter avant, pendant, après, c'est peut-être une façon de nous dépister nous-mêmes. C'est possible, ça? Il faut distinguer les écrans travail des écrans hobby, entre guillemets. Moi, j'appelle ça comme ça. Voici loisir. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce problème chez ceux qui travaillent avec les écrans. On travaille tous avec des écrans.
Mais il y a un moment, est-ce que ce temps d'écran au travail, il a été suffisant? Est-ce qu'on n'est pas trop fatigué musculairement, squelettiquement, au niveau ophtalmologique? Est-ce qu'on n'est pas un peu épuisé émotionnellement à force de rester longtemps et à répéter? Ça, il faut le prendre en compte. Il faut réadapter ses postures, il faut réadapter aussi ses petites émotions. Après, il y a le côté loisir. Je peux avoir un temps d'écran loisir. Je peux voir des séries sur une tablette, je peux jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Mais il ne faut pas que ça soit envahissant. Et surtout, la notion centrale, c'est qu'il ne faut pas que je perde contrôle. Voilà. Okay. Quand on a l'impression de perdre contrôle, là, on est dans le problématique. Professeur Carrella, je voudrais qu'on revienne un instant sur cette étude menée par ProBTP en partenariat avec le centre de recherche de l'Institut Raphaël. Près de 70% des adultes de moins de 39 ans utilisent leur smartphone en conduisant. 48% des 39-59 et c'est encore 20% des 59-89 ans. Et ce dernier chiffre est quand même tout aussi inquiétant que les autres, parce qu'on sait qu'en plus, à cet âge-là, souvent les réflexes sont diminués et qu'en plus, parfois, la prise d'un traitement peut également faire baisser la vigilance. Qu'est-ce qu'on dit devant des chiffres aussi élevés d'utilisation de téléphone portable au volant? Smartphone au volant, c'est tout ce que vous voulez, SMS, WhatsApp, machin, etc. C'est x23 le risque d'accident de la route. C'est énorme, x23. C'est énorme. Et il ne faut pas oublier que pendant 5 secondes, on est ailleurs. 5 secondes ailleurs. Énorme. C'est énorme. Ça suffit largement pour faucher un piéton, quoi. Faucher un piéton, prendre un camion, prendre une moto, prendre une barrière, basculer. On peut mourir, c'est une réalité. Alors comment ça se fait qu'on ait encore des chiffres aussi élevés? 70% des adultes de moins de 39 ans, c'est énorme. Il faut marteler dans des messages de prévention, comme on peut faire ici par exemple, que ce risque multiplié par 23 et que c'est vraiment dangereux. C'est quasi pareil que boire de l'alcool et fumer un joint au volant. Hein. C'est x29. Alcool et cannabis au volant. Donc vous voyez, on est pareil. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui, justement, en 2023, 2024 et demain, de revenir à un usage plus modéré des écrans? Je dirais un usage régulé, oui, c'est possible, avec une rééducation de tout le monde. Mais la rééducation, l'éducation passe d'abord par les adultes. Les adultes, eux, ils se sont adaptés aux écrans, aux smartphones, aux tablettes, etc., à Internet. Oui, on n'est pas né avec un écran dans la main. Ceux qui sont nés avec le digital, eux, ils gèrent mieux le digital que nous. C'est-à-dire qu'ils ont des réflexes, on va dire qu'ils sont innés. Nous, on les a acquis, quoi. Donc, les parents doivent être des modèles. Ça, je le dis sans arrêt. Et après, il y a plein de petites règles. C'est sûr que il faut pas qu'il y ait d'écran à table, il faut pas qu'il y ait d'écran 1 heure avant le coucher, il faut éviter tant que possible les écrans dans les chambres, jusqu'à un certain moment, vous voyez, quand ils sont plus grands et qu'ils doivent bosser avec des écrans, ok. Il y a plein de choses comme ça. Il faut éviter aussi, quand on va dans une réunion, de tous sortir leur smartphone comme leur doudou à côté. Il y a plein de choses comme ça. Tant qu'on ne fera pas ces règles-là, et tant qu'on contractualisera pas les choses dans les cellules familiales, ça marchera pas. On peut pas donner une formule magique pour tout le monde. C'est des contrats à adapter en fonction des familles et des noyaux familiaux. Et surtout, il y a quand même des messages communs. Le smartphone ne doit pas être l'élément central du fonctionnement familial. J'aime bien l'idée que les parents doivent donner l'exemple. Vous pensez quoi de la digital detox? On en entend quand même de plus en plus parler. Ça sert à rien. Ok. Ça sert à rien. Je peux le dire à la caméra. Ouais, dites-le. La digital detox, ça sert à rien. Donc on ne va pas dépenser de l'argent pour être enfermé quelque part sans téléphone pendant 10 jours. Vous pouvez le faire si ça vous fait plaisir. Vous allez dépenser beaucoup d'argent dans un bel endroit où il n'y a pas de réseau. Mais quand vous allez rentrer chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Tout Instagrammer. Bah ouais, vous allez vous connecter, voir j'ai eu combien de mails, combien d'Insta, combien de TikTok, combien de Twitter, mes mails, j'appelle tout le monde, etc. Bon, alors je fais comment? Maintenant, on n'appelle plus les gens, en fait. Non, on ne fait que des messages. Bon, alors je fais comment, concrètement, pour réussir à réguler un peu mon temps passé devant les écrans? Vous, moi, tous ceux qui nous regardent. Petit agenda de bord. Ouais. Petit agenda de bord en faisant déjà ma géographie de consommation. C'est quoi mes habitudes de consommation? Donc, de base. Vous marquez tout ce que vous faites. Pendant une semaine, vous marquez... Comme on ferait pour un régime, tout ce qu'on mange. Comme un régime ou bien comme un suivi de consommation d'alcool, un suivi de consommation de tabac, etc. Donc tous les jours, vous notez, voilà, 8 heures, je me suis levé, je dis n'importe quoi, 8 heures, je me suis levé, je me suis connecté à Instagram 30 minutes, ça m'a pris plus de temps que prévu, je suis arrivé en retard au travail parce que je suis resté trop longtemps sur ça, j'ai envoyé 3 SMS, WhatsApp, enfin vous faites vraiment la géographie jour après jour pendant une semaine. Là, on a une cartographie des choses. En fonction de cette cartographie des choses, vous allez vous dire, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire pour modifier un peu ce comportement? Donc vous marquez, pour modifier, je vais faire ci, en me levant, je vais faire plutôt ça, à midi, je vais faire plutôt ça, si je reçois un message, je vais peut-être pas répondre tout de suite. Vous voyez, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les moyens que je vais me donner pour le faire?
Par exemple, je sais pas, au bureau, je vais mettre mon smartphone 1 heure dans le tiroir, ou je vais couper toutes les notifications pendant 2 heures. On s'adapte en fonction de sa propre géographie de consommation. Et au fur et à mesure du temps, vous allez réguler les choses. Vous voyez, c'est un exercice à faire, c'est purement comportemental, et c'est un exercice à faire. Après, s'il y a vraiment, on est dans l'addiction, là, il y a de la souffrance, il faut traiter ce qu'il y a en dessous, cette souffrance. Et c'est là où il faut venir vous voir. Il faut venir me voir, moi, ou un psychologue clinicien qui connaît un peu la question, ou en parler même avec son médecin traitant. Merci beaucoup, professeur Carilla. C'est toujours beaucoup plus clair quand on en parle avec vous. À très bientôt, j'espère. À bientôt.